pense que pour pouvoir performer dans des sports d'endurance, il faut être un petit peu aller au-delà des limites, aller rechercher ça. Mais après, c'est juste, il y a certains signaux auxquels il faut être très attentif. Ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute. Salut Thomas. Salut. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Bon, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Là, c'est une semaine un petit peu particulière parce que demain, tu fais l'Alpe d'Huez et du coup, on a eu l'occasion de se retrouver pour tourner ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Thomas Huvillers, je suis de Genève, je viens de Suisse. J'ai ma maman qui est française aussi. Et puis, je participe essentiellement sur les courses triathlon longue distance en France. Je favorise plutôt les courses non labellisées. J'aime bien les parcours qui grimpent comme celui de l'Alpe. Et puis, c'est-à-dire Embrun, l'Alpe, le Ventoux, ce genre de courses. C'est un peu mes courses favorites. Et puis, parallèlement à ça, je suis aussi prof de sport à Genève. Et puis, je m'engage un petit peu en politique maintenant à Genève, en Suisse. Ouais. Ok, super intéressant. C'est la première fois que je reçois un Suisse sur le podcast Loop sur le triathlon. Donc, ça fait plaisir. Bienvenue à toi une nouvelle fois parce que c'est la première fois. Donc, Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Ça me fait plaisir. Et justement, comment ça se passe là-bas, la partie fédération suisse ? Est-ce que c'est structuré le triathlon par rapport à la France ? Il y a des différences ou pas ? Alors, il y a un très gros focus qui est porté sur le triathlon courte distance. La fédération suisse, je pense dans tous les sports, elle est pas hyper puissante, elle n'a pas un énorme soutien et le gros du travail se fait finalement dans les clubs et repose sur le bénévolat. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez similaire à la France. Après, je sais qu'en France, vous avez vraiment des gros centres de formation, ce qui fait que l'élite est vraiment portée. Puis c'est pour ça que vous retrouvez aussi une bien plus grande densité d'athlètes au plus haut niveau que nous et voilà, donc nous on a une approche, enfin en tout cas en ce qui me concerne, une approche un peu à la cool, très centrée sur moi-même. Et puis c'est aussi, j'ai aussi l'avantage d'avoir aucune pression de personne et vraiment de faire mon chemin pour moi, quoi. Ok, super intéressant. Et justement, pour lancer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter une journée type de ton quotidien ? Parce que là, tu viens de dire que tu es triathlète pro. En même temps, tu as 2 autres passions, j'ai envie de dire, rôles. Qu'est-ce que ça représente une journée avec Thomas du coup ? Bon là mon quotidien a un peu changé ces derniers temps parce que j'ai eu une blessure au mois d'octobre, une opération vraiment au mois d'octobre, et puis cette année j'ai dû mettre un peu le triathlon un peu au second plan. Okay. Mais avant c'était vraiment ça qui prenait la priorité pour moi, et puis je travaillais à 50%, donc j'avais vraiment tous les jours la possibilité d'aller m'entraîner. Je m'entraînais toujours 2 fois par jour. Moi j'ai une approche d'entraînement où j'ai pas de coach, je suis mon propre coach, et puis je m'entraîne avec le club de Genève. Et en fait, je valorise vachement le fait de pouvoir m'entraîner avec d'autres gens. Donc en fait, c'est toujours un peu une planification qui se fait presque semaine par semaine, où j'essaye de voir un petit peu avec les opportunités des sparring partners que je peux avoir, que ce soit des cyclistes, le club de triathlon pour la natation, et puis le club d'athlétisme de Genève. Et puis j'essaye un petit peu de prendre les entraînements à gauche à droite. Puis en général, j'arrive toujours à faire 2 entraînements par jour, et puis ça, je dirais 6 jours par semaine avec un jour off, quoi. Ouais, donc ça fait des semaines qui sont, j'imagine, bien chargées, parce qu'en termes de volume horaire, je veux dire d'entraînement et de taf à côté, ça représente quoi à peu près ? Je sais pas, je m'entraînais entre 20 et 30 heures en fonction de la saison, et puis au niveau du taf, je suis entre 20 et 25 heures au taf. Donc voilà, ça fait. Mais ça va, je pense que j'ai assez bien trouvé mon équilibre, et puis je peux pas vivre du triathlon, et puis ça me permet aussi d'avoir un équilibre dans la tête, de pas avoir que ça. J'ai un peu un backup, puis aussi quelque chose qui me change la tête, et puis ça, je trouve que c'est quand même super positif. Donc j'ai une approche encore assez amateur en fait dans le. Ok. Et cette approche, justement, Thomas petit, t'étais quoi ? T'étais triathlète, t'as toujours été dans les bassins sur ton vélo en train de courir, ou alors tu faisais un autre sport, tu faisais pas de sport ? Comment ça se passe ? Ouais, alors moi, ce qui m'a amené vraiment au triathlon, c'est une blessure au pied. J'ai toujours fait du sport, j'avais 3 grands frères, et puis j'essayais toujours de les challenger, mais je suis le seul qui a vraiment eu cette niaque comme ça pour aller faire de la compétition. Je pense que j'étais un peu le Joe Dalton de la famille à vouloir. T'étais le plus petit ? Ouais, j'étais le plus petit. Alors,
Puis du coup, j'avais toujours des exemples et puis des challenges élevés à relever quoi, avec mes frères. Et puis c'est vrai qu'au début, j'ai fait plein de sports de raquettes, j'ai développé une très bonne coordination dans tous les sports. Et puis c'est vraiment vers les 13-14 ans que je me suis mis à faire de l'athlétisme. Et puis j'espérais percer là-dedans, j'ai tout donné aussi pour être au meilleur niveau. Je faisais du 800 mètres, après je suis passé sur 1500 mètres. Je m'entraînais à Genève avec Julien Vanders. Et puis on avait ce projet où on est parti à un moment donné au Kenya aussi pour s'entraîner. Et puis voilà, après j'ai été champion suisse en salle sur le 1500 mètres, vice-champion suisse en dehors. Et puis tout ça me donnait envie d'aller plus loin, d'essayer d'aller chercher un petit peu les limites peut-être pour le championnat d'Europe ou ce genre d'objectifs. Et puis c'est là, vraiment en voulant faire plus, en rentrant dans une démarche vraiment professionnelle, que j'ai eu une grosse fracture de fatigue sur le talus au niveau du pied. Et puis ça m'a toujours poursuivi. J'ai toujours eu mal. En fait, ça avait lésé un petit peu le cartilage au niveau de l'articulation sous-talienne. Okay. Et puis j'ai jamais pu reprendre l'entraînement en course à pied. Maintenant j'ai 32 ans. Et quand tu te fais cette blessure ? J'avais 26 ans. Ok. Ouais. Donc je suis arrivé un petit peu sur le tard aussi. J'ai une croissance un petit peu tardive. C'est aussi ça qui faisait que j'avais un petit peu la niaque et puis que j'avais cette force un peu mentale et puis en même temps que j'ai dû travailler, même si j'avais pas l'impression d'avoir un monstre talent. Je pense que j'avais quand même certaines prédispositions qui se sont révélées par la suite, mais elles se sont révélées beaucoup plus tard. Donc j'ai eu un peu la force mentale qui s'est développée par le fait que j'étais un petit peu en retard dans le développement. Puis après, j'étais à fond dans la compète. C'était vraiment ça qui m'animait, qui me rendait heureux, qui créait mon équilibre. Les émotions que je vivais dans le sport, je les vivais nulle part ailleurs. Puis je me suis vraiment dit, bon, maintenant, je veux jouer all out et puis je veux tout faire, je veux tout donner. Puis je suis rentré dans une démarche un peu professionnelle en course à pied, qui m'a amené à la blessure. Et puis ça m'a vachement calmé. Du coup, après, j'ai toujours essayé de garder en tête qu'il fallait aussi un petit peu se ménager et puis faire d'autres choses pour pas se retrouver le cul dans l'eau quoi. Et puis après quand j'ai commencé le triathlon, j'étais vraiment dans une autre démarche. Je me suis dit je fais ça de façon vraiment purement amateur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais pas me prendre du tout au sérieux et puis j'y croyais vraiment. Et puis en faisant ça, j'ai commencé à faire du semi-marathon. J'étais encore plus fort qu'avant en m'entraînant 2-3 fois par semaine seulement en course à pied. Et puis je cours 1h05 au semi. Après, il y a de nouveau, j'ai pu aller avec la Fédé à Taïwan faire les universiades, tout ce genre de courses. Puis j'étais de nouveau à me dire, allez, je reprends la course comme il fallait. Et puis tout de suite, j'ai ressenti que la douleur revenait et tout. Donc j'ai dit, bon, allez, maintenant, j'ai bien compris, je fais du triathlon comme il faut. Et puis voilà, et puis maintenant j'ai l'impression que je suis dans cette approche à être beaucoup plus à l'écoute de mon corps et à faire du triathlon aussi pour me ménager en diversifiant un petit peu les sports. Et puis c'est vrai que je me prends au jeu maintenant dans la compétition, je vois que je performe et puis surtout sur des parcours comme ça qui grimpent. Et puis maintenant l'ambition elle renaît un petit peu. Alors il faut juste que je me remette de cette opération. Et justement, on voit que ce qui t'anime, j'ai l'impression depuis petit, il y a cette enfance qui fait qu'avec tes frères, t'as voulu aller quand même te battre contre eux, performer et jouer un petit peu au défi, quoi, ce qui a créé, comme tu disais, cette niaque. Mais qu'est-ce qui t'a animé tout le temps ? Est-ce que quand tu faisais de l'athlé, t'avais vraiment cette volonté profonde de performer ? Ou alors c'était la compétition ? Parce qu'à un moment, t'as dit que la compétition t'animait, t'adorais ces émotions. Mais à un moment donné aussi, tu dis que tu voulais percer dans l'athlétisme. Qu'est-ce qui, profondément au fond de toi, t'animait et t'anime aujourd'hui ? Bon, je pense que quel que soit son niveau, à part si on s'appelle Yann Frodeno, on a toujours des gens qui vont nous renvoyer une image un peu négative de nous-mêmes, qui vont nous faire se dire que finalement ce qu'on fait c'est un peu cheap ou comme ça. Puis à contrario, on peut aussi regarder tous les gens qui font ça moins sérieusement et puis qu'on arrive, je sais pas, à faire 4e ou 5e sur une course avec 2000 participants, on peut aussi voir soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Et puis je pense que comme tout le monde, quel que soit votre niveau, on est toujours en train d'osciller entre je regarde devant ou je regarde derrière, je suis satisfait de ce que je fais ou bien j'ai la niaque pour faire encore mieux. Et puis ou bien et je me dis que ce que je fais c'est pas si super. Et puis moi je me suis toujours dit en fait ce qui est vraiment important c'est au-delà de focaliser sur le résultat et de valoriser ce que je fais uniquement sur la base de mon résultat, c'est aussi de valoriser le chemin, de valoriser le parcours et puis ce que ça génère en moi, les émotions que ça génère en moi, le dépassement que j'arrive à atteindre, toute cette recherche là. Et puis ça, je crois que c'est vraiment le truc maintenant que je retiens. Et puis ça, c'est aussi un peu avec les années qu'on l'atteint. Je pense qu'au début de ma carrière, j'étais vraiment avec une ambition très précise de vouloir, je sais pas, faire les Jeux Olympiques ou des grandes compétitions internationales. Et puis avec le temps, avec les échecs, etc., finalement, on va faire un peu de nécessité-vertu. Et puis on va se rendre compte qu'il y a aussi plein de belles choses à vivre, indépendamment de est-ce que j'ai gagné, est-ce que je suis sur le podium ou quelle que soit la performance.
Ouais, mais c'est intéressant de voir que tu as cette prise de recul qui est globale, alors qu'au début de l'épisode, tu disais que tu t'auto-coachais. Est-ce que tu as fait une formation, justement? Est-ce que tu t'es entouré? Ou il y a des moments dans ta vie où tu as eu des passages où tu t'es fait entourer par certaines personnes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'auto-entraînes? Et qu'est-ce qui fait que, surtout, tu prends pas d'entraîneur? Ouais. Je pense que oui, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation de sciences du sport, ce qui correspond au STAPS, je crois, en France. Ouais. Et puis ça, c'est au niveau académique, la formation que j'ai pu avoir, qui n'était pas vraiment spécifique sur les sports d'endurance. Et puis après, je pense que pour moi, la meilleure formation et puis la plus grande connaissance que j'ai acquise et que j'ai l'impression que je ne retrouverai jamais chez un autre coach, c'est vraiment la connaissance de mon corps que j'ai atteinte. Au début, je m'entraînais toujours avec le même coach du Stade Genève que Julien, qui s'appelle Marco Jäger. Et puis c'est vrai que j'arrivais pas à faire les plans d'entraînement qu'il me donnait parce que j'avais toujours des douleurs, j'avais toujours des petits pépins ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit ok, fuck off, je sais ce qu'ils font. Je vais à l'entraînement quand je me sens disposé pour le faire. Et puis tout ce qui se passe autour, ou bien quand ça va pas bien, j'essaie vraiment d'être à l'écoute. Okay. Et puis c'est ça qui m'a permis vraiment d'aménager aussi des phases de repos qui me convenaient, ou au contraire, lorsque ça allait bien, d'un petit peu plus chargé. Et puis j'ai l'impression que cette écoute et ce feedback que j'ai de mon corps, il est super important. Et puis si je remets ça à quelqu'un d'autre, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à prendre tous les éléments en compte. Et d'autant plus dans un sport comme le triathlon, où c'est difficile de trouver un coach, en tout cas à Genève, c'est difficile de trouver un coach qui serait vraiment hyper performant dans les 3 disciplines et qui maîtrise ces 3 aspects. Et en fait, on est encore, en tout cas chez nous, dans un sport assez nouveau, assez récent. Et puis voilà, j'ai pas trouvé la structure qui me convenait et qui arrivait à prendre tous ces facteurs-là en compte. Et puis c'est la meilleure formule que j'ai trouvée. Ouais. Ok, et justement, cette écoute de ton corps, tu l'as toujours eu, ça s'est développé, c'est quand même une remise en question perpétuelle. Est-ce que tu as fait des lectures? Est-ce que tu as écouté des choses aussi pour en arriver à ce stade-là, ou alors c'est naturel pour toi? Est-ce que justement, tu aurais un conseil à nos auditeurs pour eux qui on a un peu de tout dans les auditeurs, il y a des professionnels, des amateurs, des débutants. Comment aborder l'entraînement? Parce que là, on voit bien que toi, tu es vraiment en gestion globale de l'effort par rapport à tes ressentis à toi. Mais c'est sûr que c'est un peu l'objectif ultime. Mais est-ce que tu as eu des étapes pour arriver à ça, ou alors ça s'est fait naturellement? Ouais, alors, en fait, c'est un grand mot de parler d'écoute de son corps, c'est presque un truc introspectif ou je sais pas, ésotérique comme ça, mais en fait, c'est la douleur. C'est que moi, j'ai mal aux pieds, en fait, quand je cours trop, quand je m'entraîne trop, et puis j'ai besoin d'être super à l'écoute de ça pour pas que l'inflammation, elle augmente trop. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une planification, c'est très difficile de planifier très rigoureusement et d'anticiper, en fait, l'apparition de ces douleurs. J'ai l'impression que c'est un phénomène lié au cartilage, peut-être lié à une forme d'arthrose ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres éléments qui rentrent en jeu. Peut-être, je remarque quand il pleut ou quand il fait mauvais temps qu'il y a aussi des différences au niveau des douleurs. Et puis en fait, c'est ça qui a fait que j'ai été obligé en fait de faire ça. Et je dirais pas que c'est une formule qu'il faut appliquer à tout le monde. Hein. Moi, je pense que il y a plein de gens qui d'avoir un dialogue avec quelqu'un d'autre et puis quelqu'un qui les raisonne un petit peu des fois de temps en temps, c'est très positif. Et moi, je pense que j'en aurais besoin. Là, je passe pour le gars très à l'écoute, etc. Mais en fait, je suis un malade. Je fais n'importe quoi aussi. Des fois, quand ça va bien, je traverse l'Europe à vélo ou je fais des choses qui sont pas du tout planifiées. Donc, je suis pas non plus. Il me semble avoir vu ça dans certaines de tes stories à la suite du triathlon de Genève. T'as pas fait l'étape du Tour juste avant, juste après? Ouais, c'est ça. Ouais. Le lendemain, j'ai chopé le dossard de quelqu'un d'autre qui m'a dit mais tiens, j'ai un dossard en plus. Je me suis dit vas-y, j'ai envie d'expérimenter cette étape du Tour parce qu'on en avait parlé. Je devais partir dans le sas 14 000. J'ai trouvé une feinte pour partir un peu plus devant, mais c'était vraiment la galère. Enfin bref, c'était toute une histoire. Et puis après, le lendemain, j'ai un pote qui me dit mais on descend dans le sud. Et j'avais des potes qui... Enfin voilà, c'est vraiment ce que je racontais aussi au début. C'est qu'aussi pour moi, j'ai envie de concilier plein de choses qui m'épanouissent. Et ça m'arrive assez souvent de faire des compromis sur mon entraînement, mais qui en réalité me permettent de m'entraîner. Et puis fait que j'ai toujours cet enthousiasme à m'entraîner, à faire un gros volume à l'entraînement. Ouais, parce qu'on voit que c'est vraiment la notion de partage finalement qui t'anime. Et du coup... Sur une semaine d'entraînement, tu fais combien d'entraînements seul et combien d'entraînements en groupe? Mais honnêtement, je crois que je m'entraîne jamais seul. Non, mais c'est un peu dramatique. Après, j'ai des potes qui me suivent assez dans mes comment dire, dans ce que je veux faire. Et puis au sein du club aussi, je suis coach au triathlon Club Genève, ce qui fait que quand on prévoit des sorties, il y a aussi des potes qui viennent avec ou comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, cette dimension, elle est super importante. Le triathlon, c'est un volume de fou quand tu fais 20 à 30 heures par semaine.
et que tu as une psychologie comme moi qui aime partager, qui aime échanger avec les autres, et ben, je trouve que c'est important des fois de faire des compromis dans cette planification super rigoureuse pour pouvoir vraiment vivre les choses ensemble et puis avec enthousiasme. Et justement, ça fait plusieurs fois que tu nous dis que tu disais tu es à l'écoute de ton corps. Là, tu viens de nous dire que des fois tu fais n'importe quoi. Et au début de l'épisode, tu nous as dit que tu avais une blessure. Quelle a été cette blessure? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en es remis pour aborder sereinement, par exemple, comme une course comme l'Alpe d'Huez demain? Ouais, non, j'en suis pas remis. En fait, je me suis fait opérer au mois d'octobre et puis je fais un protocole où je reprends de la charge vraiment progressive en course à pied. Donc là-dessus, je suis sur un truc très rigoureux sur la course à pied. Mais toute la partie vélo, natation, je peux y aller vraiment sans problème. Et puis c'est vraiment les feedbacks qui me sont donnés aussi des médecins, des physios, enfin des kinés en Suisse. Et donc du coup, c'est là qu'il y a un peu cette contradiction, c'est que je fais un gros volume, je m'entraîne beaucoup, j'y vais franchement sur le vélo et en natation. Et puis en course à pied, là j'essaie de suivre un truc super rigoureux pour revenir step by step. Ouais, je pense que l'écoute, c'est pour ça que je pondérais un petit peu cette histoire d'être très à l'écoute, c'est que je pense que pour pouvoir performer dans des sports d'endurance, il faut être un petit peu aller au-delà des limites, aller rechercher ça. Mais après, c'est juste, il y a certains signaux auxquels il faut être très attentif. Et chez moi, c'est vraiment cette douleur au niveau de la cheville où dès que je ressens ça, je me pose surtout et puis je change de plan. Ouais. Et du coup, cette opération, elle est arrivée quand et elle a quel impact sur ta saison? Là, pour l'instant, ça va être en réalité la première course que je vais pouvoir faire. C'était au mois d'octobre. Au début, c'était censé être juste une arthroscopie pour venir voir un petit peu ce qui se passait dans la cheville. Et puis en voyant l'état du cartilage, ils sont venus enlever des morceaux et puis un peu agir dessus. Et puis là, c'est vrai que finalement, l'inflammation est plus forte que ce que j'avais connu avant l'opération. Donc là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop quelles seront les années futures pour moi. Et puis c'est très dur de rester mobilisé. Donc c'est aussi pour ça que j'essaye de continuer à m'entraîner avec plaisir. Et si je suis là demain, c'est aussi pour ressentir un petit peu cette adrénaline du départ, de vivre la natation, pour continuer à me motiver aussi à l'entraînement, à rester en forme en natation, à vélo. Et puis j'espère pouvoir me nourrir de cette expérience de demain pour être vraiment plus fort l'année prochaine, quoi. Ok, bon, tu m'as pas rassuré avec cette arthroscopie parce que je dois en faire une au poignet et le médecin m'a dit fais attention, il peut y avoir vraiment des séquelles plus importantes avant ou après. Et là, je vais réfléchir ce soir. Ouais, en tout cas, ce qui est important, c'est de prendre plusieurs avis. Moi, j'étais tellement désespéré que je suis allé tout de suite, j'ai foncé tout de suite sur le bloc opératoire parce que je me suis dit, c'est la seule option qu'on me propose. Mais je pense que c'est important de consulter plusieurs personnes. Ouais. Et du coup, donc Thomas, 26 ans, blessure en athlète, donc tu décales sur le triathlon. Tu fais combien d'années en tant que triathlète amateur et quand est-ce que tu fais la bascule en pro? Et quelle est la réelle volonté qui se cache derrière? Est-ce que c'est de faire du court distance, du longue distance direct? Comment ça se goupille tout ça à l'intérieur de toi? En fait, j'ai fait une année en amateur. Je pensais pas vraiment performer. J'avais fait de l'entraînement croisé en natation, vélo. Je me rendais pas trop compte de ce que j'allais pouvoir faire. Puis en fin d'année de cette blessure, je crois que c'était 2015 ou 2016, je vais en Turquie faire une course amateur sur semi-Ironman. Et puis je me rappelle, il y avait un rolling start où j'étais hyper nul en natation, donc je pars un peu derrière. Et puis dans toute la course, je remonte des places. Puis à la fin, je termine. Puis je suis deuxième de la course, mais assez loin du premier. Donc je me dis, c'est incroyable, deuxième et tout ça. Puis là, on me donne le feedback. Puis on me dit, non, mais en fait, t'es à 1 seconde du premier. T'es deuxième à 1 seconde. Et j'étais là, mais non, c'est pas possible. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Et puis le premier, c'était un pro. Il courait chez les pros, etc. Puis je me suis dit, je vais quand même faire les championnats du monde chez les amateurs sur Ironman. Je me sentais hyper valorisé par le fait qu'on me disait, mais t'es qualifié pour les championnats du monde, etc. Puis après, j'ai un peu découvert ce monde du triathlon. Et puis ça m'a un peu dégoûté aussi ce truc amateur où les frais d'inscription sont exorbitants, surtout sur les formats Ironman, où il y a tout un business plan comme ça. Il y avait quelque chose dans lequel je me retrouvais pas vraiment. Et puis après, je me suis dit, si je passe chez les pros, je paye une cotisation et puis voilà, je fais ce que je veux. Puis maintenant, je me suis un peu aussi détourné du label Ironman, ou même chez les pros, je trouve que il y a des choses qui me déplaisent un petit peu. Et puis du coup, je m'oriente plus vers ces formats de course que je trouve hyper enthousiasmants, avec des gens qui sont bénévoles, des frais d'inscription qui sont raisonnables, et puis où il n'y a pas non plus aussi toute cette distinction entre les pros et les amateurs, où on vit vraiment la même expérience. Et puis je crois que c'est ces courses-là qui me plaisent le plus. Et puis je crois que c'est un truc assez spécifique aux organisations françaises, où je trouve qu'on retrouve ça. Ouais. Et justement, donc là, tu as performé quand même d'amateur et ensuite tu as fait la bascule sur la partie professionnelle. Comment tu structures tout ça? Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis
je vais quand même me faire entourer par un coach en natation, même si j'ai bien compris, tu te coaches tout seul. Mais est-ce que tu as été chercher des expertises à un moment donné, ou même un kiné, même un nutritionniste? Comment tu as réagi face à ce côté bon, ok, je passe de amateur à professionnel. J'imagine qu'il y a aussi ce sentiment de légitimité au début qui doit être compliqué à gérer. On l'avait échangé avec différents athlètes sur le podcast. Comment tu gères tout ça? Est-ce que c'est simple ou pas pour toi? Ouais, moi j'ai pris ça avec pas mal de deuxième degré en fait, parce que je trouvais que c'était un truc. Tu sais, c'est comme cette voix off, cette voix du speaker que tu as au départ des courses, qui prennent la grosse voix et qui disent que tu as rendez-vous avec ton destin, etc. Tout ce lexique de professionnel, Enfin, moi, je reste assez distant avec tout ça, et puis je prends pas ça hyper au sérieux. Je me sens pas professionnel, je dois travailler à côté, et ce que je gagne, c'est peanuts. Donc je me dis, vous pouvez m'appeler pro si vous avez envie, mais même moi, je m'identifie pas comme ça. Et puis, donc, j'ai pas fait vraiment une bascule. Après, c'est vrai que plus je suis rentré dans le jeu, et plus j'ai voulu m'intéresser à la nutrition, à tous ces aspects-là. Mais je suis encore assez amateur sur plein d'aspects. J'ai beaucoup de peine à regarder mes watts quand je sors de l'eau avec 6-7 minutes de retard et me dire non, mais tranquille, garde tes watts, reste dans tes zones pour revenir. Bah voilà, je suis aussi pris dans un truc qui est pas toujours très professionnel dans mon approche des courses. Mais c'est aussi ça, j'ai un peu les qualités de mes défauts, c'est que cet amateurisme, cette insouciance que je peux avoir, c'est celle-là qui m'amène aussi à franchir des étapes. Et puis je cherche quand même à la conserver. Et je pense que sur les courses que je fais aussi, c'est important, parce que c'est très complexe de planifier de façon très rigoureuse une course, par exemple comme l'Alpe ou comme Embrun, où tu vas avoir, 30 minutes de montée, où tu vas devoir quand même pousser un petit peu sur les watts, puis après avoir une descente où finalement tu vas pouvoir assimiler beaucoup de glucides. Enfin, c'est une approche de course qui est quand même très différente des formats plats, etc., où c'est très, très millimétré. Et puis du coup, je m'appuie beaucoup en fait sur mon expérience plus que sur un coach qui m'encadrerait, ou bien sur des théories déjà préexistantes. Et en fait, je pense que les théories, elles sont assez globales, on les connaît tous, on sait plus ou moins le nombre de glucides qu'il faut essayer de manger, plus ou moins les watts par rapport à des tests de FTP qu'il faudrait respecter, etc. Et puis voilà, ça me donne un petit peu des directions, mais je pense que j'ai encore pas mal à apprendre. Ouais. Justement, comment tu vas gérer demain ton arrivée jusqu'au début de l'Alpe, qui est vraiment mythique? Est-ce que tu vas en garder sous le pied? Est-ce que justement, si tu sors un petit peu derrière en natation, pas grave, tu verras si t'exploses dans l'Alpe ou pas. Comment t'appréhendes cette course, sachant que tu l'as déjà faite? En fait, c'est une course qui m'a toujours bien réussi, et où la stratégie, elle est pas forcément, c'est pas très orthodoxe, quoi. En tout cas, moi, je sors de l'eau, je suis toujours en retard. Donc je pousse comme un malade sur l'Alpe du Grand Serre, parce que c'est aussi ça qui me permet de revenir dans la course, de revivre un petit peu l'enthousiasme, parce que dès que t'es lâché derrière, des fois c'est difficile de garder les watts aussi quand tu sens que t'es hors course. Donc moi j'essaye le plus vite possible de revenir vraiment dans la course et de sentir qu'il y a un enjeu, etc. Ça me nourrit beaucoup. Okay. Et puis c'est vrai que je suis toujours arrivé en bas de l'Alpe en me disant c'est l'horreur. Vraiment, je ne sais pas comment je vais pouvoir attaquer ces 20 km. J'ai toujours monté avec pas mal de difficultés. Après moi je prends l'option de ne pas être sur un vélo contre la montre, ce qui me fait que dans cette difficulté finale, j'avance un peu plus vite que la plupart des autres. Je pense que si j'étais dans l'état dans lequel j'étais les dernières années dans l'Alpe avec un vélo contre la montre, je pense que j'aurais mis le pied à terre, c'est clair. Et puis après, je sais pas, de façon surprenante, à chaque fois que je finis la partie vélo, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle course qui démarre lorsqu'on arrive ici. J'essaie vraiment de m'alimenter. Donc je sais pas, enfin moi en tout cas dans l'état d'esprit, c'est que je pousse à fond dans les montées, et puis j'essaie de m'alimenter dans les descentes pour essayer de récupérer le coup un petit peu, quoi. Et c'est exactement la même on va dire stratégie sur une course aussi mythique que l'Embrunman? Ouais, la même chose, mais un peu moins intense, quoi. Mais c'est vrai que moi l'année passée sur l'Isoar, j'avais mis les watts à fond, et puis sur la descente, j'avais bien récupéré. Puis c'est vrai que là il y avait Vistika qui était revenu dans la dernière ascension. Puis là je m'étais dit merde, c'est dommage. Et puis j'avais brûlé quelques cartouches avant le marathon. Mais c'est vrai que je sais pas, finalement j'ai l'impression que sur ces courses qui grimpent, il faut être un peu plus audacieux, et puis il faut oser un petit peu dépasser les seuils qui nous semblent adéquats, en tout cas dans les montées, parce qu'on a pas mal de phases de récup où on met presque 0 watts. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir cette vision entre certains, quand il y a vraiment une vision data, watt, je mettrais pas plus de 10% de ce que je vois. D'autres, une vision où j'en ai eu en épisode, je regarde rien en fait, je veux juste rentrer sur le paquet de devant et on verra ce qui se passe. Et toi, ta vision, ouais, en fait, faut que je rentre devant pour avoir ce sentiment d'être au contact de la course. Donc, on voit qu'il y a différentes stratégies, que les athlètes, vous avez tous une façon différente de gérer votre course. Et c'est vrai que des courses aussi difficiles que ça
c'est assez difficile de planifier et d'avoir un ordre très précis, comme tu le dis, quoi. Donc, on verra demain. Ça m'intéresse de suivre ce live. Et justement, pour faire le parallèle entre ta vie pro et ta vie, du coup, perso en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui t'anime là-dedans? J'ai bien compris qu'à l'entraînement, c'était le partage qui t'animait. Est-ce que c'est la même valeur qui t'anime en étant entraîneur de triathlon aussi? Quand je coach, tu dis? Ouais, bah, je pense que c'est ça. C'est que moi, j'ai l'impression que je parlais aussi du label Ironman et puis ce trip un peu d'ultra professionnalisme comme ça. Et je pense qu'en fait, la théorie qui est derrière, ce qu'il faut savoir pour performer sur le triathlon, faut pas faire un PhD, quoi. C'est pas super compliqué. Et, moi, j'essaie toujours de rendre ces choses accessibles. J'ai toujours du plaisir, justement, à travailler dans le milieu associatif, dans un club, à être dans un truc où on se donne un peu des feedbacks, où on encadre, où je peux partager un petit peu ces expériences, où je simplifie aussi, où les gens voient que j'ai atteint un certain niveau. Et puis surtout de transmettre ce message que le résultat, la plus grande corrélation du résultat, elle est avec le volume d'entraînement. Si tu veux performer, il faut s'entraîner, beaucoup, il faut s'entraîner avec le cœur, avec enthousiasme et avec toute ton âme. Et puis c'est ça surtout qui va payer, plus que te dire attends, mais alors moi j'ai un coach qui m'a dit qu'il fallait que je fasse pile tel entraînement, tel intervalle, avec telle pause, etc. Du coup je peux pas m'entraîner avec toi et on fait chacun le truc de notre côté. Et puis tu te retrouves seul sur un stade à faire ton entraînement. Et puis je trouve que ça c'est un truc qu'on perd un petit peu avec ces nouvelles approches d'entraînement, et puis qui à mon sens ne porte pas ses fruits, parce que je pense que le volume d'athlètes qui étaient enthousiasmés par les sports d'endurance, il était plus grand par le passé, lorsqu'il y avait vraiment cette culture un peu du sport associatif. Et je pense que c'est un peu ça mon esprit, quoi. Bon, c'est intéressant d'avoir ce retour, et justement on va passer à la FAQ des auditeurs, parce que j'avais passé une petite info comme quoi je te recevais sur le podcast. La première, c'est une question de Lali qui se demande qu'est-ce que tu manges un matin de course? Alors, généralement, je prépare plus de pâtes ou plus de riz le soir avant, et puis j'essaie de manger vraiment un truc que je sais que je prends aucun risque. Donc en général, je mange justement du riz ou des pâtes le matin, plutôt du riz. C'est un peu ça mon approche. Et puis des fois, ça peut être simplement des flocons d'avoine dans de l'eau chaude avec un peu de sucre pour que ça passe, mais un truc assez simple. Ok. Bon, parfait. Une question de Pierre qui se dit je te suis depuis quelques années, quels sont tes objectifs pour les prochaines années? Si on voit Thomas dans 5 ans, qu'est-ce que ça représente? J'ai les deux petites voix. J'ai la petite voix pleine d'espoir qui se dit je vais guérir, et puis je vais vraiment performer, parce que j'ai l'impression que la marge de manœuvre que j'ai, elle est à mon sens assez phénoménale si je peux retrouver mon niveau de course à pied. Donc je me verrais bien au championnat du monde, pouvoir faire Hawaï, ou pouvoir faire vraiment les courses de premier plan du PTO. Et puis j'ai aussi cette voix un peu plus négative qui se dit en fait t'as touché un petit peu le plafond, et puis tu vas avoir mal, donc il va falloir peut-être que tu t'orientes davantage vers du cyclisme, trouver une approche avec encore moins de course à pied, et puis peut-être rester là où j'en suis, et puis toujours kiffer les courses que je fais comme maintenant, quoi. Ok, c'est intéressant de voir ces deux visions. J'ai envie de dire, je te souhaite la première, et de toute façon la deuxième, elle a l'air de te satisfaire aussi, donc il n'y a pas de raison, quoi. Faut s'écouter, on verra bien la suite. Et justement, je vais finir par 2 questions typiques du podcast. La première, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi? Lors d'une séance d'entraînement difficile, je pense que j'essaie de focaliser sur le résultat, sur mes ambitions. Je pense qu'il y a quand même un moment donné où, même si tu prends du plaisir à l'entraînement, il y a des moments où tu as moins de plaisir. Et puis je pense que le moteur, ça reste quand même les objectifs que tu t'es fixés. Et puis je pense que c'est toujours ça un petit peu le moteur, et c'est aussi pour ça que je suis là demain, c'est que j'ai envie de garder des objectifs, des courses, même si c'est plus difficile à l'entraînement en ce moment. Ok, et la dernière question, quel est ton plus beau souvenir en triathlon? C'est assez ambivalent. Je pense que ce serait quand même cette 2e place qui était en fait la première course à laquelle que j'ai participé, dont je parlais. Et puis je pense que mon résultat le plus probant, c'était quand même ma 4e place l'année passée à Embrun. Je pense que le chrono il était bon. Je pense que j'ai assez bien géré le truc. Il y avait encore un petit peu mieux à faire, mais ce serait mes 2 grands souvenirs. Ok, merci beaucoup pour ce partage. C'était un bon moment là dans ce van on-road. On a eu un petit peu chaud parce qu'il y a le soleil qui tape, mais en tout cas c'était un plaisir d'apprendre un petit peu plus sur toi et d'avoir ce partage de ta part. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, à très vite. Ciao.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.